Le drame de Crépol n'est pas un fait divers comme un autre. Il faut stopper la submersion migratoire dans notre pays. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les juges européens se sont arrogés des pouvoirs démesurés qui contreviennent aux intérêts fondamentaux de la nation. Le Rassemblement national fait plutôt profil bas sur les questions européennes. Il a été très dur d'être souverainiste à Sciences Po. Ce parti-là, les Républicains, l'UMP, a trahi la France, je crois, en abandonnant sa souveraineté à travers le traité de Lisbonne. Une partie du camp souverainiste va vous reprocher le fait de finalement vous accommoder de l'Union européenne et peut-être même vous prédise un destin à Giorgia Meloni. Comment peut-on considérer que ceux qui ont été au pouvoir jusqu'à maintenant sont crédibles au regard de la situation actuelle de la France et des Français? Il faut refaire d'EDF un champion de la production, du transport et de la fourniture d'électricité. Il faut arrêter ces logiques européistes qui visent à démanteler tout ce qui a fait la puissance de notre pays. Quel projet le Rassemblement national va porter pour les européennes, lui qui était eurosceptique il y a 5 ans? Serait-il rentré dans le rang, comme l'accuse une partie de ses détracteurs? Alexandre Loubet, souverainiste issu des rangs de Debout la France, parti de Nicolas Dupont-Aignan, est désormais le porte-parole du RN pour ses prochaines échéances électorales européennes. Alors, le député de Moselle a accepté de venir chez nous pour parler de ce sujet et nous aborderons également les questions d'énergie et d'industrie qui lui sont chères. Bienvenue Alexandre Loubet. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors pour commencer cet entretien, on va parler juste un peu d'actualité. Et l'actualité, ce sont les faits dramatiques qui se sont passés à Crépol ces dernières semaines. Donc comment, brièvement, vous analyseriez ces événements et surtout ce qui raconte de l'état de la société et du monde politique et médiatique? Écoutez, vous savez, j'ai 29 ans et je crois que j'appartiens à une génération qui est en train d'être confrontée à un ensauvagement croissant. Et la réalité, c'est que ce qu'il s'est passé à Crépol, avec la mort de ce pauvre jeune Thomas, eh bien, pourrait se passer partout en France. La réalité, c'est que ces jeunes de quartier sont en train, eh bien, de tétaniser une partie de la population française, d'une jeunesse, et que cela appelle, je crois, les politiques à la responsabilité, et nous avons le devoir au plus vite de rétablir l'autorité de l'État. J'en veux pour preuve qu'il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes dans notre pays et près de 120 attaques au couteau chaque jour en France. Et je crois qu'on ne peut pas se résoudre à vivre avec la peur au ventre et à se dire qu'aucun territoire de la République française est un lieu sûr. Il faut rétablir d'urgence l'autorité de l'État et ça passera évidemment par un renforcement des moyens de nos forces de l'ordre, mais aussi et surtout par le renforcement, le durcissement de la chaîne pénale et l'augmentation de nos capacités de prison, puisqu'aujourd'hui, vous savez que nos prisons sont malheureusement saturées à près de 120%. Donc il y a beaucoup de peines qui ne sont pas exécutées, ou alors de délinquants qui se retrouvent avec des peines alternatives, et donc qui, malgré leurs méfaits, se retrouvent dans la nature. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un simple fait divers? Là, vous voyez, nous avons le journaliste Cohen qui s'affiche à l'écran. Mais il n'a pas été le seul à dire finalement ça n'est qu'un fait divers. Il y a toujours eu des meurtres dans les balles. Alors dit autrement, est-ce qu'on en a trop fait? Ou au contraire, ce moment n'est pas révélateur d'une France sur le point d'exploser? Parce qu'on a eu les deux sons de cloche quelque part. Écoutez, je ne sais pas si la France est sur le point d'exploser. En tout cas, si on continue avec ce laxisme actuel d'État, oui, ça explosera. Et nous, tout notre enjeu, c'est justement de ne pas envenimer les choses, mais de tout faire pour apaiser la société et pour mettre les délinquants, la racaille, à sa place, c'est-à-dire en prison. Voilà. Et lorsque ce sont des étrangers, on les expulse. Et à partir de là, je crois effectivement que le drame de Crépol n'est pas un fait divers comme un autre. En réalité, c'est une des nombreuses attaques qui a été faite à destination de notre jeunesse et qui, comme je vous le disais, n'est pas anecdotique puisqu'elle se traduit tous les jours par les chiffres que j'ai pu vous donner et qui me frappent particulièrement, à savoir 120 attaques au couteau par jour et une attaque gratuite toutes les 44 secondes. Donc la réalité, c'est que dans notre pays, cet ensauvagement est en train de fracturer totalement la société et je crois que le Rassemblement national avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, alerte depuis longtemps sur ce danger, cette dérive d'insécurité qui est en train de miner le pays et que nous avons la solution et nous sommes ceux qui régleront enfin ce problème qui pourrit le quotidien des Français et des honnêtes gens.
Mais quelles sont les causes de cet ensauvagement? Parce que chez Éric Zemmour, dans le camp de Reconquête, on va vous dire que c'est sans doute l'immigration qui est la coupable. Mais c'est vrai qu'on a souvent affaire à des personnes qui sont de la deuxième, voire la troisième génération, et qui finalement se sentent plus algériens que peut-être leurs parents ou leurs grands-parents. Donc comment on fait avec ce genre justement de décalage? Écoutez, ces jeunes-là sont français, ils ont la nationalité française. Par conséquent, ça ne sert à rien, je crois, de chercher à le contester. Je pense que ça appelle à la vigilance en se disant effectivement qu'il faut stopper la submersion migratoire dans notre pays. Et ensuite, concernant ces générations, comme vous dites, descendantes d'immigrés, attention, ce ne sont pas tous, loin de là, mais en tout cas pour ceux qui peuvent poser problème dans notre pays pour des raisons effectivement de sécession, de séparatisme culturel, identitaire, voire clairement, comment dirais-je, en termes de valeurs françaises, eh bien, je crois que ces personnes-là, eh bien, doivent se retrouver confrontées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'autorité de l'État, un État sûr de lui et fort, et surtout une justice implacable à l'égard de ceux qui ne respectent pas nos valeurs et qui nuisent au quotidien des honnêtes gens. Voilà, donc je crois en réalité que c'est la démission de l'État et ces décennies d'immigration de masse qui ont laissé prospérer l'insécurité dans notre pays et qui créent les conditions d'une certaine impunité pour une partie de la jeunesse effectivement issue de l'immigration. Alors on va y venir tout à l'heure dans la partie consacrée aux européennes, mais pour avoir une justice plus forte, il va falloir passer par la Cour européenne des droits de l'homme qui généralement a tendance à plutôt restreindre les leviers des États sur justement le droit d'asile, sur les questions d'expulsion. Donc comment vous faites? Vous savez, je crois que toute la philosophie politique du Rassemblement national, au fond, c'est la volonté de reprendre le contrôle sur tous les domaines, notamment régaliens. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les juges européens eh bien, se sont arrogés des pouvoirs démesurés qui contreviennent aux intérêts fondamentaux de la nation, et la sécurité de nos citoyens, des Français, en fait partie. Donc oui, lorsque Marine Le Pen sera à l'Élysée, nous oserons dénoncer certaines décisions de la part des juges européens que nous jugeons contraires, que nous considérons contraires à l'intérêt fondamental de la France. Et ça peut passer notamment par une proposition que Marine Le Pen et Jordan Bardella portent depuis quelques années maintenant, c'est la réalisation d'un référendum. Un référendum, c'est-à-dire laisser les Français voter, décider eh bien, de rétablir la primauté du droit français sur le droit européen dès lors que ce droit européen eh bien, contrevient aux intérêts fondamentaux de la nation. Et par conséquent, lorsque la CEDH nous empêche, par exemple, d'expulser des immigrés clandestins qui viennent sur notre sol, eh bien, nous, ce que nous lui dirons, c'est « nous faisons ce que nous voulons et nous les expulserons ». Voilà. Et lorsque nous voulons expulser les fichiers S étrangers condamnés, de même que les délinquants étrangers, eh bien, je ne vois pas en quoi un juge européen, où qu'il soit, a l'autorité, la légitimité pour venir eh bien, contrevenir encore une fois à l'intérêt supérieur de notre pays. Alors, je vous propose un petit peu de passer sur votre parcours professionnel pour qu'on vous découvre un petit peu. Vous faites partie des souverainistes du Rassemblement national. À Sciences Po, donc ça remonte à un peu loin maintenant, je suis désolé pour vous, vous avez fondé l'Association critique de la raison européenne. Donc ça m'intéresse de savoir, donc c'est une association d'étudiants de Sciences Po et de jeunes actifs œuvrant pour l'indépendance de la France. Donc ça m'intéresse de savoir à quel point il a pu être dur d'être souverainiste à Sciences Po. Il a été très dur d'être souverainiste à Sciences Po et je ne doute pas que c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui pour les générations qui y étudient actuellement. Pourquoi est-ce que je dis cela Eh bien parce que, vous avez cité le nom de l'association que j'avais cofondée avec un ami à l'époque qui était chevènementiste. À Sciences Po règne une certaine pensée unique, Sciences Po Paris règne une certaine pensée unique, comme dans beaucoup d'universités en France et de grandes écoles évidemment. Mais une pensée unique, une bien-pensance qui finalement relève un peu d'une raison européenne qui nous est imposée et qu'il est compliqué, comment dirais-je, de contredire ou à minima de critiquer. Et nous, notre volonté, ça avait été d'émettre des critiques à cette raison européenne, à cette pensée unique imposée européenne, à ce carcan qui était imposé et qu'on ressentait à travers les différentes associations étudiantes, à travers beaucoup de cours également, de cours magistraux, notamment en matière économique ou institutionnelle. Et notre volonté, eh bien, c'était tout simplement que Sciences Po puisse accueillir des débats
des débats, critiques à l'égard des politiques de l'Union européenne ou de la construction européenne telle qu'elle est actuellement. On ne peut pas dire que ce soit une association eurosceptique, encore moins europhobe comme j'ai souvent pu l'entendre, c'était uniquement une association de débat. Et on a vu que rien qu'en proposant le débat, en proposant d'organiser des moments d'échange avec un pour un contre sur un sujet précis, eh bien cela crée la polémique, cela crée des tensions. On s'est retrouvé avec des associations d'extrême gauche comme par hasard qui ont tenté de nous censurer, avec des réticences de la part de la direction de l'époque de Sciences Po de faire venir certains invités, et par conséquent, eh bien, on a bien vu que le lieu qui se prétendait, qui se prétendait être en quelque sorte le temple de la démocratie et qui est censé former les élites entre guillemets de demain pour notre pays, se révélait, particulièrement adepte de la censure dès lors qu'il s'agissait de débattre de sujets qui étaient tabous pour elle. Donc oui, on a créé cette association avec des personnes de gauche comme de droite, c'était très intéressant. Également du centre, certains ouvertement pro-Union européenne d'ailleurs, ils n'étaient pas très nombreux, mais enfin il y en avait, on les accueillait bien volontiers, c'était une association étudiante, donc autant vous dire que par-delà le sérieux de nos débats, il y avait aussi des moments beaucoup plus amicaux ou cordiaux, voire festifs, fêtards, mais en tout cas, notre volonté c'était véritablement de faire s'insérer, en tout cas de créer les conditions pour que soient acceptées les idées souverainistes à Sciences Po. Ça a été compliqué, mais je pense qu'on a participé quelque part à la reconnaissance, 1 ou 2 ans après, je ne me souviens plus, du Rassemblement national à Sciences Po pour la première fois. Donc je suis particulièrement fier d'avoir contribué avec un chevènementiste à avoir développé le premier mouvement souverainiste au sein de cette institution qui est Sciences Po Paris. Et d'où vient la fibre souverainiste ? C'est une excellente question. Je crois que je suis profondément attaché à nos valeurs, à notre pays, que comme beaucoup de personnes, on le voit, on voit la France décliner et on voit la situation des Français être progressivement déclassée. Et on a conscience que ce n'est pas forcément une fatalité. Et je crois qu'il revient à notre génération finalement de rompre avec les logiques des politiques de ces dernières décennies qui ont conduit effectivement à favoriser davantage le mondialisme que le patriotisme quelque part. Et oui, je crois que c'est un attachement à... Vous savez, moi je me revendique du gaullisme et je crois que finalement c'est la meilleure des réponses que je peux apporter à votre question. Le gaullisme, c'est en quelque sorte oui. la dernière épopée française qu'on a connue. Et c'est à la fois l'indépendance de la France, c'est à la fois la défense de la puissance économique du pays, du progrès technique et social, technologique, mais aussi de la justice sociale et de l'autorité de l'État. Et je crois que tout ce condensé, qui fait en tout cas mon interprétation du gaullisme, explique la raison pour laquelle je suis souverainiste. C'est qu'il n'y a pas d'autorité de l'État ou de justice sociale, ni même de démocratie, sans souveraineté. Et par conséquent, je crois que la souveraineté, c'est le point fondamental dès lors qu'on veut rendre le pouvoir aux politiques. Et par conséquent, quand on rend le pouvoir aux politiques, à partir du moment où on est dans une vraie démocratie, eh bien, on rend le pouvoir au peuple. Alors vous parlez du gaullisme, vous définissez comme gaullisme. Alors j'ai envie de vous dire qu'à peu près toute la terre entière, politique en tout cas, se définit gaulliste presque. Je le caricature bien évidemment, mais bon, vous avez beaucoup de personnalités, notamment très pro-européennes, qui se disent également gaullistes. Donc il y a quelque part une sorte d'oxymore dedans. La question c'est, est-ce que c'est pas devenu un terme galvaudé ? Est-ce que le gaullisme est encore suffisamment moderne pour être invoqué à ce point ? Alors moderne, je ne sais pas. Moi, je pense effectivement que le gaullisme est quelque part une matrice de pensée que l'on peut continuer à appliquer au XXIe siècle. C'est pas une nostalgie, c'est une inspiration. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'interprétation que je fais du gaullisme, je crois que c'est l'expression que j'ai utilisée, ça démontre bien effectivement que chacun peut, mettre ce courant de pensée un peu à sa sauce. En revanche, moi, ce que je constate, c'est que le parti qui finalement est héritier du parti gaulliste, a trahi mon interprétation que je fais du gaullisme, puisque ce parti-là, les Républicains, l'UMP, a trahi la France, je crois, en abandonnant sa souveraineté à travers le traité de Lisbonne, voire même son soutien au traité de Maastricht, a trahi les Français en abandonnant l'autorité de l'État et finalement les politiques
de justice sociale qui garantissait notamment une véritable politique familiale et de natalité qui nous permettait de ne pas avoir à recourir à l'immigration de masse. Et je crois qu'aujourd'hui, les Républicains ont davantage trahi les fondamentaux, l'ADN de ce qu'était le gaullisme, et que le parti qui le représente le mieux, c'est évidemment le Rassemblement national, de par sa volonté de défendre la souveraineté de la France, l'indépendance de notre pays, sa puissance économique et industrielle, et le progrès social. Tout cela est difficilement catégorisable à gauche ou à droite, mais je crois que ça fait un tout, et que le général de Gaulle a réussi par le passé à rassembler tous les Français autour de ces valeurs communes essentielles. Et j'ai la prétention de dire que Marine Le Pen y parviendra en 2027. Et j'ai la conviction sincère qu'elle fait tout pour. Et je pense qu'on y arrivera. Voilà. Ce qui fait aussi la spécificité du gaullisme, c'est l'homme. C'est l'homme providentiel. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que depuis 60 ans, il n'y a plus d'homme à la hauteur de ce qu'a été le général de Gaulle. Pour vous, Marine Le Pen est de cet acabit? Écoutez, je ne chercherai pas à comparer. En tout cas, oui, Marine Le Pen est une femme que j'admire sincèrement. Et je le dis d'autant plus que j'ai eu la chance et l'honneur de travailler avec elle. J'ai cet honneur encore aujourd'hui, ce plaisir-là. Vous savez, c'est une femme de conviction qui a beaucoup fait face de par le passé, mais aussi actuellement à l'adversité, sincèrement, en permanence. De manière très injuste, et ce depuis très longtemps, mais tous les faits aujourd'hui lui donnent raison et donnent raison à ses analyses d'hier et d'aujourd'hui. Et la réalité, c'est que c'est une femme de conviction. Elle a l'amour de la France sincèrement chevillé au corps, et elle, elle perçoit la volonté de redresser le pays comme une cause qui la transcende vraiment. Et j'en veux pour preuve le fait que, contrairement à beaucoup de responsables politiques, elle souhaite mettre en avant une certaine jeunesse, elle souhaite mettre en avant un certain renouvellement de la classe politique. J'ai la chance d'en faire partie, mais je pense aussi et surtout évidemment à Jordan Bardella, qui a 28 ans, un an de moins que moi même, et qui, je crois, constitue un véritable espoir aussi pour toute une génération. Et Marine Le Pen et Jordan Bardella, vous savez, ils forment ensemble un binôme très complémentaire qui, j'en suis sûr, nous a permis déjà de réaliser des scores incroyables et inédits pour le camp national, pour les idées patriotes, à l'élection présidentielle de 2022, aux élections législatives ensuite, avec l'élection de 88 députés du Rassemblement national, et j'en doute pas aux élections européennes, puisque les sondages nous créditent quand même dans beaux scores. Voilà. On va en parler après tout à l'heure, parce que bien évidemment, il y a des questions notamment sur les évolutions de Marine Le Pen, parce que vous parliez de clarté dans le projet. Cette clarté n'est pas forcément palpable pour tout le monde, mais on y viendra tout à l'heure. Vous venez des rangs de Debout la France, donc oui. Le parti de Dupont-Aignan, vous y êtes resté 8 ans, si je ne dis pas de bêtises, oui, de 2012 à 2020. Alors, pourquoi avoir rejoint Dupont-Aignan et pourquoi l'avoir, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, quitté? Mais aussi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi de l'avoir fait en 2020 finalement pour rejoindre le Rassemblement national, et pourquoi ne pas avoir rejoint le Rassemblement national plus tôt? Alors, vaste question, je vais essayer de faire court. J'avais rejoint effectivement Nicolas Dupont-Aignan à l'époque, parce que, comme je vous dis, je me revendique clairement du gaullisme, et Nicolas Dupont-Aignan avait eu le courage d'incarner ce qui restait de gaulliste au sein de l'UMP, notamment dans le cadre de la campagne pour le traité de Lisbonne. Il avait créé à l'époque cette mouvance interne à l'UMP qui s'appelait Debout la République et qui est devenu par la suite un parti indépendant, Debout la France. Et j'ai reconnu en lui, sincèrement, la personnalité capable, je pensais, effectivement, d'additionner finalement les voix de la droite gaulliste, de ceux qui se revendiquent de ce parti historiquement gaulliste qu'était l'UMP, vers le camp national porté par Marine Le Pen. Vous savez, j'ai toujours apprécié Marine Le Pen. En 2012, j'étais même à son meeting présidentiel durant la campagne, même si je n'avais pas le droit de vote à 2 mois près, puisque j'étais mineur. Mais je pensais effectivement que Dupont-Aignan pouvait être véritablement complémentaire avec Marine Le Pen pour conquérir un public que le Rassemblement national n'avait pas encore convaincu, qui était le public finalement de la droite, voire même un peu du centre, qui s'était rapproché du parti de l'UMP.
Ça s'est concrétisé de manière très formelle dans le cadre de la campagne présidentielle de 2017. À l'époque, j'étais responsable des jeunes du parti de Dupont-Aignan et on avait soutenu Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et vraiment, à ce titre, je salue le courage de Nicolas Dupont-Aignan parce que ça n'a vraiment pas été facile. Tout le système politico-médiatique s'est ligué contre lui parce qu'il avait osé soutenir la candidate qui se retrouvait au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ça a été une vraie fierté de militer à ses côtés et notamment à ce moment-là, je crois que c'est vraiment la plus belle aventure qu'on a vécue. Et je crois qu'en fait, ce moment-là, ce soutien de Dupont-Aignan à Marine Le Pen a définitivement démontré qu'il n'y avait aucune différence entre Debout la France et le Rassemblement national. En tout cas, il n'y en avait plus s'il avait pu y en avoir par le passé. Et je crois que la suite logique aurait été effectivement de travailler sur le long terme ensemble, de rester alliés. Malheureusement, moi je ne peux que déplorer la stratégie d'isolement qui a été celle voulue par Dupont-Aignan vis-à-vis de son parti Debout la France, qui était constitué de beaucoup de militants sincères pour la cause. Et c'est en déplorant et en dénonçant cette stratégie d'isolement, après avoir tenté à maintes reprises avec notamment Jean-Philippe Tanguy, le bien connu Jean-Philippe Tanguy à l'Assemblée nationale désormais, qui est un véritable frère de combat depuis presque une dizaine d'années, maintenant oui, une dizaine d'années déjà, eh bien on a tout fait pour essayer que Debout la France reste allié avec le Rassemblement national. Malheureusement, Dupont-Aignan ne l'a pas souhaité, et c'est navrant, mais on a pris nos responsabilités et nous avons fait le choix donc en 2020 de rejoindre le Rassemblement national. Après, vous savez, je pense qu'il y a aussi une certaine porosité générationnelle. Je m'explique. Dans le cadre de mes quelques années étudiantes sur Paris, même si je ne suis absolument pas originaire de Paris, j'ai eu la chance de fréquenter beaucoup de jeunes militants de beaucoup de partis, que ce soit LR, que ce soit Debout la France, que ce soit le Rassemblement national. Et aujourd'hui, je constate que c'est cette génération qui commence à se retrouver représentée à l'Assemblée nationale et qui est amenée à arriver aussi aux responsabilités. Je pense aussi évidemment à Jordan Bardella. Et je crois en réalité que tous les mouvements patriotes qui sont attachés à la France ont la vocation et surtout le devoir de ne plus se disperser et de se rallier à ceux qui sont le plus en capacité de faire gagner nos idées et qui en plus dont je peux témoigner de la sincérité, à savoir Marine Le Pen et Jordan Bardella. Alors, vous parlez d'élargir, notamment à droite, vous avez dit d'élargir l'électorat du Rassemblement national à droite. Nous recevions il y a quelques semaines Jérôme Fourquet, donc le sondeur de l'IFOP, qui évoquait avec nous les plafonds de verre que rencontre le Rassemblement national, notamment dans les grandes métropoles qui ne votent pas Rassemblement national, qui même votent de moins en moins Rassemblement national. C'est une courbe assez étonnante. Et le vote également des diplômés, c'est-à-dire des personnes au-delà de Bac+2. Donc on sent bien qu'il y a un plafond de verre du Rassemblement national qui, lui, pour le coup, est vraiment solide. Donc comment vous pensez le faire sauter ? Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec cette analyse. Les sondages ne démontrent pas forcément, selon les instituts, que nous ne sommes pas en train de progresser sur ces électorats-là. En revanche, pour vous répondre, effectivement, moi ce que je constate et qui est unanime, c'est que ce sont l'électorat principal du Rassemblement national dans le cadre d'un premier tour, ce sont les Français qui tiennent le pays debout. On est en tête chez les ouvriers, chez les employés. On a touché, effectivement, on a un message d'espoir et pragmatique, je crois, à l'écart de tous les Français qui se lèvent tôt pour aller travailler. Et je crois que c'était Malraux qui disait que le parti gaulliste, d'ailleurs, c'était celui du métro à 6h du soir, de mémoire. Donc vous voyez, finalement, je crois que le Rassemblement national est effectivement le parti le plus gaulliste de toute la classe politique. Le cœur d'électorat du Rassemblement national, ce sont les Français qui travaillent. Ce sont les Français qui sont en âge de travailler ou ceux qui vont travailler, à savoir les jeunes, les moins de 25 ans, 18-25. Ça, c'est notre cœur d'électorat. Et on est en train de progresser parce que, je crois, c'est une expression qu'utilisent beaucoup de journalistes, la normalisation. Je crois qu'on est dans un vrai processus de normalisation. Mais attention,
contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de journalistes, cette normalisation, ce n'est pas nous qui faisons l'effort d'aller vers la normalité, de paraître pour normaux. Ce sont les Français qui nous perçoivent tels que nous sommes vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que l'élection, notamment, le score inédit de Marine Le Pen à la présidentielle, plus 9,5 ans et 13,5 millions d'électeurs au second tour de la présidentielle, suivi de l'élection de 88 députés répartis un peu partout en France, du Rassemblement national, permettent de faire en sorte, à travers les médias ou le terrain, que les Français nous perçoivent tels que nous sommes vraiment. Et comprennent que d'une part, nous ne sommes pas du tout le diable, et que d'autre part, nous sommes très crédibles sur de nombreux sujets, et en réalité, nous sommes prêts à gouverner. Et ça, je crois que je crois que déjà le bilan de ces 1 an de mandat à l'Assemblée nationale, c'est avant tout d'avoir démontré auprès d'un public de plus en plus important en France, eh bien, notre crédibilité, notre capacité à gouverner, notre sérieux et notre dignité au sein des institutions. Je fais évidemment référence notamment, je me permets de contraster avec la NUPES qui est pile en face de nous dans l'hémicycle et qui se comporte comme de véritables racailles dans cet hémicycle, ce qui est assez indigne. Mais sincèrement, je crois qu'on gagne le cœur de ces Français-là dont vous avez parlé, diplômés, un peu plus âgés, voire des villes, en démontrant qu'on est prêt à gouverner et qu'on est un parti sérieux. Puis vous savez, finalement, je ris jaune quand j'entends ces procès en manque de crédibilité contre le Rassemblement national, parce que comment peut-on considérer que ceux qui ont été au pouvoir jusqu'à maintenant sont crédibles au regard de la situation actuelle de la France et des Français? Alors, vous parlez de normalisation, mais dans ces mêmes sondages, je suis désolé de retourner sur les sondages, on voit bien aussi qu'il y a une inquiétude, même de la part de votre électorat, en cas d'élection de Marine Le Pen, de tensions économiques, de tensions dans la société également. Donc, il y a de la normalisation, mais il y a aussi de la crainte. C'est pas totalement. Écoutez, je dis à ces Français qui peuvent être inquiets en toute bonne foi qu'ils ont tort et que je les invite à prendre le temps de nous suivre à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, au Sénat maintenant avec nos 3 sénateurs pour comprendre que nous sommes très sérieux. Et je les invite à se souvenir malgré tout que à chaque élection, on fait le système politico-médiatique, nos adversaires font croire qu'avec le Rassemblement national, eh bien, ce seront les émeutes dans les quartiers et le déclassement économique du pays. La réalité, c'est que depuis 20 ans, nous avons des émeutes de plus en plus violentes dans nos quartiers et le déclassement économique du pays s'accélère. Voilà. Donc la réalité, c'est que c'est un argument infondé, irrationnel, qui est utilisé par nos adversaires, mais qui n'a aucun fondement. Et tout l'enjeu d'ici l'élection présidentielle, c'est justement d'aller convaincre ces Français qui croient de bonne foi que nous ne sommes pas en capacité de gagner, alors même que c'est faux. Voilà. Alors je vous propose de parler maintenant de l'Union européenne, des élections européennes à venir. Votre parti était eurosceptique, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais néanmoins quand même avait des positions assez tranchées sur l'Europe il y a 5 ans. Vous-même, vous avez été dans un parti Dupont-Aignan, Debout la France, plutôt eurosceptique. Vous êtes souverainiste et pourtant on a l'impression aujourd'hui que le Rassemblement national fait plutôt profil bas sur les questions européennes. Ce n'est pas un sujet déterminant. Alors vous en avez quand même parlé, hein. Je vous ai écouté, donc vous l'avez évoqué, mais le Rassemblement national, qui en avait fait un point de campagne très très fort en 2017, est plus passé sur des questions de problématiques de pouvoir d'achat, plus que de questions européennes. Donc est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous, personnellement, vous pensez de la question européenne et ce que pense le RN ? Oui, alors déjà, je me permets juste de revenir sur votre introduction de cette interview. Je ne suis pas porte-parole de la campagne européenne. J'ai le plaisir d'en être le directeur de campagne donc de cette campagne. Et cette campagne, on a voulu, avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, la préparer très en amont. Parce que c'est une élection qui est très importante. C'est une élection qui est très importante, elle aura lieu le 9 juin 2024 et vraiment j'invite toutes les personnes qui nous regardent à l'inscrire sur leur agenda d'ores et déjà. Le 9 juin, allez voter, il n'y a qu'un tour. C'est une élection européenne qui est proportionnelle et c'est une élection importante pour 2 raisons. D'une part parce que c'est une élection de mi-mandat, c'est la seule occasion de sanctionner la politique de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron, puisqu'elle survient au beau milieu du quinquennat Macron. Et ensuite, et j'en viens pour répondre à votre question,
c'est l'occasion de défendre l'Europe des nations et des coopérations à laquelle près de 70% des Français adhèrent. Alors il n'y a pas eu de sondage récent là-dessus, mais c'est un sondage de mai qui remonte à la date de l'élection, je crois, du 9 mai 2019. Donc je pense que ça n'a pas évolué de manière trop importante. Et la réalité, c'est que l'enjeu de cette élection, c'est d'envoyer un signal patriote au Parlement européen. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, elle a un impact extrêmement nocif sur la vie des Français et sur le quotidien de nos entreprises. Vous savez, vous semblez dire qu'on cherche à se concentrer davantage sur la politique nationale que la politique européenne dans ces élections. C'est pas complètement faux, mais il faut comprendre que bon nombre de politiques nationales sont dictées par l'Union européenne. Concrètement, je vais vous en donner quelques exemples. L'explosion des prix de l'énergie, c'est l'Union européenne, à cause du système européen de fixation des prix de l'énergie et des règles du marché européen de l'énergie. L'explosion des prix alimentaires, c'est en grande partie l'Union européenne. Et d'ailleurs, avec son idéologie de décroissance agricole et d'écologie punitive, eh bien, les études démontrent que l'Union européenne est en train de planifier la baisse de la production agricole de 10 à 20% selon les secteurs sur le continent européen d'ici 2030, c'est demain, ce qui va impliquer une explosion des prix alimentaires de 17% en 2030. C'est le département américain de l'agriculture qui le prédit. Donc la réalité, c'est que, et je pourrais décliner sur tout un tas d'autres sujets, l'Union européenne qui décide d'interdire la vente des voitures thermiques à horizon 2035 alors même que les voitures électriques sont 40% plus chères que les voitures thermiques et que nous n'avons pas de filière française ni européenne de production de ces véhicules-là. L'Union européenne qui impose dans des délais beaucoup trop courts les fameux changements, les fameux DPE qui imposent aux propriétaires les diagnostics de performance énergétique des bâtiments, qui impose aux propriétaires de dépenser des sommes considérables, en moyenne 16 000 euros, pour changer de catégorie en matière énergétique des bâtiments. Donc la réalité, c'est que l'Union européenne a un impact très concret sur le quotidien des gens et de nos entreprises. Elle les pénalise fortement. Et tout l'enjeu de cette élection européenne, c'est d'aller voter pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron et pour aller sanctionner également son bilan européen. Parce que ces politiques que je viens de vous détailler et qui ont un impact très nocif sur notre quotidien, eh bien, Emmanuel Macron n'est que co-responsable. Il en est co-responsable étant donné qu'il a soutenu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et que son parti l'a même accueilli au mois d'octobre dans le cadre de ses universités de rentrée à Bordeaux, en France, pour rappeler le soutien des macronistes à l'égard de la politique actuelle de l'Union européenne. Donc finalement, vous voyez, c'est un double vote sanction, l'élection européenne du 9 juin. C'est à la fois un vote sanction contre la mauvaise politique nationale d'Emmanuel Macron et contre sa mauvaise politique au niveau européen dont il est co-responsable avec Ursula von der Leyen. Mais c'est aussi un vote d'adhésion, d'une part pour défendre les intérêts de la France dans le cadre actuel de l'Union européenne et d'autre part pour porter la vision d'Europe des nations et des coopérations qui a toujours été celle du Rassemblement national. Alors, j'entends ce que vous dites par rapport au vote sanction nationale, mais vous savez ce qui va se passer. C'est essentiellement ce point-là qui va être mis en avant dans la campagne. On va finalement très peu parler d'Europe, on va parler d'Emmanuel Macron pendant cette campagne. Vous prenez ce risque-là en faisant ça? Je ne suis pas d'accord avec vous, pour la simple et bonne raison que notre objectif, c'est de traduire les enjeux européens dans le quotidien des gens. Comme je vous l'ai dit, les problèmes quotidiens des Français ont des causes européennes en matière de pouvoir d'achat, de compétitivité de nos entreprises, le marché européen de l'énergie, en matière les règles du marché européen de l'énergie, en matière d'explosion des prix du caddie à cause de la décroissance agricole et de l'écologie punitive de l'Union européenne, ou encore en matière comme je disais, de politique énergétique. On a vécu l'hiver dernier des risques de pénurie inédits dans notre pays. Tout cela à cause de quoi? À cause de l'idéologie de l'Union européenne, qui repose essentiellement sur l'écologie punitive et la décroissance, mais aussi sur le déni des réalités scientifiques, puisqu'on est en train de substituer nos réacteurs nucléaires par des éoliennes. Donc c'est une folie. Donc la réalité, c'est que cette élection européenne, oui, effectivement, il faut la politiser nationalement, parce qu'Emmanuel Macron est responsable du bilan européen, et ce bilan européen, il a un impact très nocif sur le quotidien des Français et notre économie. Et l'idée même de quitter l'Union européenne, parce que dénoncer les accords européens, ça revient finalement à ne pas quitter l'Union européenne tout en
quelque part, le faisant. Donc il y a une sorte d'entre-deux. Parce qu'une partie du camp souverainiste va vous reprocher ça, justement, va vous reprocher le fait de finalement vous accommoder de l'Union européenne, de vouloir peser à l'intérieur, mais peut-être même vous prédisent un destin à Giorgia Meloni, c'est-à-dire finalement devenir presque européen. Marine Le Pen n'est pas Meloni, je le dis sincèrement. La France n'est pas l'Italie, je le dis également. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que Meloni a dû renoncer à beaucoup de ses idées à cause du chantage qu'est en train de mener la Commission européenne, puisque l'Italie doit bénéficier de plusieurs dizaines de milliards d'euros dans le cadre du plan de relance post-Covid. Ce qui n'est pas le cas de la France, puisque le plan de relance coûte plus cher à la France qu'il ne nous rapportera. Concrètement, par-delà même ce plan de relance, il faut savoir que la France contribue, est le deuxième plus gros contributeur financier à l'Union européenne. Chaque année, là, nous allons verser 27 milliards d'euros de nos impôts, des Français, à l'Union européenne. Et l'Union européenne nous en reverse, les chiffres sont toujours un peu flous, mais a priori une quinzaine de milliards d'euros. À minima, nous dépensons de nos impôts en perte sèche à peu près 10 milliards d'euros en faveur de l'Union européenne. Et donc nos impôts financent la concurrence déloyale, la submersion migratoire, l'écologie punitive, la décroissance agricole, énergétique et industrielle, et une organisation hors sol, l'Union européenne, est profondément bureaucratique. Je pense qu'il faut avoir une double lecture, pour être tout à fait franc. Une première lecture, c'est que l'enjeu très court-termiste, c'est de défendre les intérêts de la France dans l'Union européenne. C'est-à-dire que l'enjeu de ces élections européennes, c'est d'avoir une majorité au Parlement européen, une majorité patriote. Soit nous obtenons cette majorité au Parlement européen et nous pouvons, dès le 9 juin, réorienter la construction européenne vers une Europe des nations, soit nous avons une majorité un peu plus relative, mais par thématique, c'est-à-dire une majorité de partis qui sont favorables à stopper la submersion migratoire par exemple, et là nous réussissons déjà à gagner du temps face à certains gros enjeux comme l'écologie punitive et la submersion migratoire qui nous menacent. Et dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, donc cette élection européenne, elle revêt un enjeu majeur. Parce que nous avons la possibilité, là, au regard des dynamiques qu'il y a partout, on le voit aux Pays-Bas, on le voit dans beaucoup d'autres pays européens, nous avons la possibilité d'un basculement de majorité au Parlement européen, qu'il soit en majorité absolue ou majorité par thématique. Donc il y a la volonté de défendre nos intérêts au sein des institutions européennes. Et puis, ensuite, s'il y a un basculement de majorité ou lorsque Marine Le Pen sera à l'Élysée, eh bien là, la France tapera du poing sur la table, et nous réorienterons la construction européenne vers l'Europe des nations et des coopérations que je peux détailler si vous le souhaitez. Mais si vous voulez, je veux alerter les souverainistes pur jus en leur disant que il faut du réalisme. Et le réalisme, c'est que ce n'est pas en défendant le Frexit qu'on parviendra à régler la situation. C'est justement en ayant une approche pragmatique dans ces élections-là, c'est-à-dire en cherchant à renforcer, envoyer un maximum de députés du Rassemblement national pour former cette grande coalition des patriotes au Parlement européen, parce que c'est le seul moyen de réorienter la construction européaine, ou à minima de freiner les mauvaises politiques de l'Union européenne. Vos adversaires politiques dans l'Union européenne, je pense à François-Xavier Bellamy, Manon Aubry notamment, le troisième m'échappe, vous accusent, pas vous personnellement, mais le Rassemblement national, d'être peu présent lors des propositions d'amendement, lors des phases de négociation. On sait que les phases de négociation au niveau européen sont importantes. Au Parlement, donc il y a aussi, on peut évoquer l'affaire des assistants parlementaires dont s'occupe la justice. Vous comprenez ces craintes que peuvent avoir les électeurs par rapport au Rassemblement national et ces critiques ? Les personnes qui nous attaquent avec ces arguments-là mentent. Elles mentent parce que, je vais vous donner un exemple, en 4 ans de mandat, nos députés européens, nos députés français au Parlement européen du Rassemblement national ont déposé 14 000 amendements sur les différents textes au Parlement européen. Vous savez, donc ça démontre bien quand même qu'on travaille, et beaucoup. Vous savez, je crois qu'au Parlement européen, les députés du RN ont démontré qu'ils étaient une opposition ferme,
notamment face au pacte des migrations qui est en train d'organiser la submersion migratoire du continent européen, que nous sommes une opposition ferme également face à cette écologie punitive, à la concurrence déloyale qui menace notre économie, notre agriculture et le pouvoir d'achat des Français. Mais nous sommes aussi une opposition constructive, c'est-à-dire que lorsque des textes vont dans le bon sens, eh bien, les députés du RN au Parlement européen font comme les députés du RN à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'ils votent ces textes. On a voté des textes en faveur du recyclage des batteries, on a voté des textes en faveur de tout un tas de sujets, et nos adversaires n'ont plus rien comme argument rationnel à apporter pour essayer de nous contredire et de s'opposer à nous. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils prétendent qu'on n'est pas impliqué au sein des institutions européennes. Ils mentent. En revanche, ils sont très impliqués à faire une chose, c'est à déconstruire la souveraineté de notre pays et à s'employer de tout faire pour créer un État fédéral européen. Il y a un vote de la semaine dernière qui le démontre, c'est-à-dire que de la NUPES aux macronistes et le PPE, la droite européenne, parti dont sont membres les Républicains de Bellamy, ont soutenu un rapport, le rapport Verhofstadt, qui, heureusement, n'a pas de valeur légale, mais démontre bien, finalement, comment les partis actuels de la gauche et du centre et de la droite veulent réorienter la construction européenne, c'est vers un État fédéral. C'est-à-dire la création d'un président de l'Union européenne, la mise en place d'un gouvernement de l'Union européenne, la fin de la règle de l'unanimité au Conseil, qui permet encore à la France, sur les sujets stratégiques et régaliens, de s'opposer à une décision qui viendrait à l'encontre de ses intérêts. Ou encore la primauté du droit européen sur les droits nationaux. Tout ça, c'est la première étape vers la mise en place d'un État fédéral européen. Et tous ces partis-là, qui viennent nous apporter des critiques infondées, fausses rationnellement, eux, en revanche, je peux vous dire qu'ils sont très impliqués au sein des institutions pour abandonner les pans de souveraineté nationale qui nous restent à cette Union européenne qui est en train de devenir un État fédéral. Et le 9 juin 2024, j'invite les Français qui refusent que la France soit diluée et disparaisse dans cet État fédéral européen, à soutenir la liste du Rassemblement national, parce qu'on sera le vote utile pour défendre la France et refuser sa disparition. Je propose de parler maintenant d'énergie. Ça fait du lien. On va faire une transition avec l'Union européenne parce qu'on va parler du marché européen de l'électricité qui, normalement, devrait être réformé donc, en fonction des différentes navettes. Mais le marché de l'électricité, le prix de l'électricité devrait être enfin découplé de la dernière unité de production de gaz. Si j'ai bien suivi les derniers débats, dites-moi si... Pas exactement. C'est un peu technique, mais je vais expliquer très simplement le marché européen, les règles du marché européen de l'électricité. Actuellement... On parle de l'actuel versus le futur. Absolument. Le prix de l'électricité française, qui est parmi les moins chers d'Europe à produire, est indexé au prix européen du gaz. C'est la fameuse règle de la tarification au coût marginal de la dernière unité de production appelée. Bon, maintenant que j'ai dit ça, on va être beaucoup plus concret. C'est-à-dire que concrètement, la France produit une des électricités les moins chères d'Europe grâce à son parc nucléaire et à son parc hydroélectrique, nos barrages. Mais cette compétitivité qu'offre notre production électrique, on en est privé. On en est privé parce qu'au niveau européen, les prix de l'électricité sont indexés sur les prix du gaz. De fait, depuis la guerre en Ukraine, on a tous vu une explosion des factures énergétiques, mais attention, qui avait déjà commencé bien avant la guerre en Ukraine, puisque comme je vous dis, effectivement, les prix du gaz sont plus élevés que l'électricité que l'on produit en France. Donc la guerre en Ukraine n'est pas la seule fautive, loin de là. Le gouvernement prétend avoir obtenu une victoire en réformant il y a quelques semaines les règles du marché européen de l'électricité. C'est faux. La réalité, c'est que les prix, dans le cadre de cette réforme, les prix de l'électricité parmi les moins chers d'Europe, encore une fois, à produire en France, restent indexés sur les prix européens du gaz pour les ménages, pour les TPE et pour la très grande majorité des entreprises françaises, dont les PME et une bonne partie des ETI. D'accord ? En revanche, ce qu'a obtenu le gouvernement, c'est qu'on puisse utiliser, c'est que certaines entreprises, à savoir les énergéticiens et les groupes électro-intensifs, c'est-à-dire
les très très gros groupes qui consomment beaucoup d'électricité puissent bénéficier de la compétitivité du parc nucléaire. Alors je m'en réjouis pour les grands groupes, mais ça existait déjà. C'était le fameux modèle Excelsium, c'est-à-dire des contrats long terme qui sont contractés avec EDF notamment pour bénéficier de tarifs long terme proches des coûts de production en France. Donc c'était déjà le cas, aucun changement majeur. Et le deuxième élément qu'a obtenu le gouvernement, c'était donc que les énergéticiens puissent bénéficier de la compétitivité du prix du nucléaire pour développer uniquement leurs unités de production nouvelles. C'est-à-dire que concrètement, les seuls qui bénéficient de la compétitivité prix du parc nucléaire sont ceux qui vont construire des éoliennes pour remplacer le parc nucléaire. Donc en réalité, cette réforme du marché européen de l'énergie, elle dissimule cette fameuse idéologie de décroissance énergétique du gouvernement et son impuissance et son manque de volonté à vouloir défendre les intérêts de la France. Pour synthétiser le tout, je dirais seulement que cette réforme continue pour les ménages et les entreprises françaises d'indexer le prix français de l'électricité au prix du gaz européen, alors même que on a la facture énergétique des Français, si elle était plus proche du coût de production en France, serait parmi les moins chers d'Europe, et que seuls les énergéticiens et les très gros groupes industriels pourront bénéficier de prix plus bas. Donc c'est un échec pour le gouvernement français. C'est un véritable échec. Nous, ce que nous défendons, ce n'est pas la sortie du marché européen de l'énergie. Il faut être très clair, le marché européen de l'énergie, c'est une réalité qui est à la fois économique et géographique. Le marché européen de l'énergie, c'est une réalité économique parce qu'il y a une offre et une demande, et la France est exportatrice en matière d'électricité, grâce notamment au parc nucléaire, et par conséquent, on a tout intérêt à exporter notre électricité dans les pays voisins. Le marché européen de l'énergie, c'est aussi une réalité géographique, puisqu'il y a des infrastructures qui permettent le transport de l'électricité d'une frontière à une autre, on appelle ça les interconnexions. Ça, c'est une réalité physique, géographique, ce sont des infrastructures. Donc, le marché européen, c'est un fait, on ne va pas en sortir. Nous, ce que nous dénonçons et ce dont nous voulons nous libérer, ce sont les règles du marché européen de l'énergie. Parce que c'est ce système européen de fixation des prix qui prive nos ménages et nos entreprises d'un prix particulièrement compétitif en l'indexant au prix européen du gaz. Et si les factures énergétiques françaises étaient proches des coûts de production de l'électricité en France, eh bien je suis certain que notre pays serait devenu l'Eldorado de l'industrie en Europe. Alors au niveau national, vous avez également le marché du nucléaire, le prix du mégawattheure d'origine nucléaire qui devrait être fixé autour de 70 €. Oui. Si on en croit les dernières négociations. Donc rapidement, EDF remboursera une partie ou le total des gains qui dépasserait 110 € à peu près le mégawattheure. Donc est-ce que vous considérez que ça va dans la bonne direction, que ça sécurise EDF qui est quand même, il faut le rappeler aussi, très lourdement endetté? Alors sans rentrer dans la technique, je vais essayer effectivement, c'est un moindre mal mais ça ne solutionnera rien. C'est-à-dire qu'actuellement, EDF, au nom de l'idéologie européenne, de la Commission européenne de la concurrence, EDF était contraint de vendre, de brader 25% de sa production nucléaire à des fournisseurs alternatifs pour faire émerger une concurrence. Le problème, le fameux ARENH, le dispositif de l'ARENH. Le problème, c'est que ce dispositif de l'ARENH, en réalité, il a désincité les fournisseurs alternatifs à créer leurs propres moyens de production d'électricité. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils vivent d'une rente qui est celle d'acheter à un prix bien en deçà de son coût de production de l'électricité nucléaire à EDF pour le revendre à des acteurs privés, particuliers ou entreprises. Donc ce dispositif était complètement fou et en plus il affaiblissait le groupe EDF étant donné que vendant un quart de sa production nucléaire à ses propres concurrents et à un prix moins élevé que son coût de production, le groupe EDF avait un manque à gagner de 3 à 4 milliards d'euros par an. Donc il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'EDF ait une dette de près de 65 milliards d'euros. Et ce qui est étonnant, c'est que nos dirigeants, pas si étonnant que ça, aujourd'hui ils disent « Oh là là, EDF ne sait pas se gérer, donc il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on voit, il faut qu'on envisage son démantèlement, il faut qu'on envisage la concurrence sur le marché. » Mais la réalité, c'est que c'est la volonté, leur tentative de développement de la concurrence sur le marché de l'énergie qui a entraîné effectivement un des plus grands fleurons nationaux et mondiaux, un des champions de la production d'électricité décarbonée dans le monde et un des leaders de la filière nucléaire au monde, eh bien, qui l'a conduit dans l'affaiblissement et en réalité, les règles européennes de la concurrence ont mis un énorme boulet à EDF. Voilà. Et donc aujourd'hui, cette réforme que nous
nous avons sous gouvernement, c'est tout simplement la déclinaison de sa non-réforme du marché européen de l'énergie. Et donc, concrètement, les factures énergétiques des ménages et des entreprises vont continuer à exploser. On va juste faire en sorte qu'EDF vende à ses concurrents un quart de son électricité nucléaire à un prix qui reflète davantage son coût de production. On aimerait bien aussi que EDF puisse vendre son électricité nucléaire à un prix proche de son coût de production aux ménages et aux entreprises. Mais il n'y aura pas d'obligation de vendre à ses concurrents, comme l'ARENH le fait. Écoutez, tout est relatif, c'est-à-dire qu'adviendra-t-il après l'ARENH ? Et la réalité, c'est que cette réforme, cet accord qu'il y a eu entre EDF et l'État, laisse entendre, je dis bien laisse entendre, qu'un dispositif similaire à l'ARENH va lui succéder. C'est-à-dire que concrètement, l'ARENH sera prolongée, mais à un montant différent. Actuellement, EDF vend à 42 € le mégawattheure son électricité nucléaire, un quart de son électricité nucléaire. Aujourd'hui, elle le vendra donc un peu au-dessus, à environ 70 € le mégawattheure. Donc ça couvre le coût de production, mais EDF continue à vendre son électricité à ses concurrents. Donc la réalité, c'est qu'on est en train encore de subventionner, aux frais du contribuable, parce qu'EDF c'est public quand même, une concurrence qui est complètement fausse et infondée, puisque cette concurrence n'a pas ses propres moyens de production d'électricité. Et que le peu de moyens de production que cette concurrence développe, ce sont des éoliennes qui, objectivement, de par leur intermittence et le coût pour le contribuable que ça représente, puisque c'est un secteur particulièrement subventionné, ne répondent ni au renforcement de la sécurité d'approvisionnement électrique du pays, ni même à l'impératif d'avoir une électricité peu chère et stable, puisque c'est une énergie intermittente et coûteuse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec justement tous ces acteurs du marché ? Est-ce qu'il faut renationaliser EDF, en refaire un grand groupe, en réintégrant Enedis, distributeur, RTE également, le gestionnaire du réseau ? Et qu'est-ce qu'il faut faire des concurrents ? Est-ce qu'il faut leur faire mettre la clé sous la porte ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce marché ? Alors moi je vais vous dire, il faut refaire d'EDF un champion de la production, du transport et de la fourniture d'électricité. Il faut arrêter ces logiques européistes qui visent à démanteler tout ce qui a fait la puissance de notre pays. EDF doit tout simplement produire son électricité, construire de nouveaux dispositifs de production, notamment nucléaires, et le vendre aux consommateurs français, que ce soit des entreprises, des collectivités ou les particuliers. Et vous savez, je ne doute pas que rien qu'en rétablissant cette règle et en mettant fin à l'ARENH qui impose à EDF de vendre 25% de sa production à ses concurrents directs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents directs, fournisseurs alternatifs qui survivront à cela, et que tout naturellement, on rétablira un tarif réglementé de l'électricité et du gaz pour que, on protège les consommateurs d'explosion des prix de l'énergie et qu'on rapproche la facture énergétique du coût de production en France. Donc ça ne coûtera pas 1 centime aux contribuables. C'est tout simplement qu'on dira, écoutez, le montant de votre facture énergétique, il représente tout simplement ce que nous coûte à produire l'électricité en France, avec en plus les coûts d'investissement pour la remise aux normes ou l'entretien de nos réacteurs nucléaires et de nos barrages hydrauliques et le développement de nouveaux réacteurs nucléaires. Voilà, c'est simple, c'est concret. Et les lois du marché, paradoxalement, feront que cette concurrence disparaîtra rapidement en grande partie. Après, je pense que, encore une fois, il faut rappeler quand même l'absurdité du système actuel. C'est-à-dire que par le passé, le contribuable français a payé, alors que si on fait la conversion des francs en euros, on estime que c'est à peu près 100-120 milliards d'euros pour se doter du parc nucléaire actuel existant, qui nous permet d'être autosuffisant en termes de production électrique, avec une électricité décarbonée qui n'émet pas que très peu de CO2 et parmi les moins chers d'Europe et en quantité suffisante comme je vous ai dit, donc pas de risque de blackout, de pénurie d'électricité, de coupure. Donc le contribuable français a payé une première fois pour se doter de ce parc nucléaire-là. Aujourd'hui, il paie des factures énergétiques sans retour sur investissement parce que ces factures énergétiques ne correspondent pas au coût de production du nucléaire, mais au prix européen du gaz à cause des règles du marché européen de l'énergie. Et pour baisser ces factures qui sont en train d'exploser, le gouvernement dit on va faire le bouclier tarifaire, 110 milliards d'euros en 3 ans aux frais du contribuable. Donc en fait, les Français ont payé 3 fois pour leur électricité. Pour construire le parc nucléaire, aujourd'hui ils le font à cause des règles absurdes du marché européen de l'énergie qui gonflent artificiellement nos factures énergétiques, et ils le font pour baisser ces factures énergétiques à travers leurs impôts, et donc ils endettent les générations futures.
C'est absurde. C'est absurde. Encore une fois, il faut un prix de l'électricité français qui correspond au coût de production en France. C'est le b.a.-ba et c'est même, j'ai envie de vous dire, une logique très pragmatique économiquement. Donc on ne vient pas nous donner des leçons à nous d'économie, parce que le système que l'Union européenne a mis en place avec les gouvernements successifs de gauche, de droite, comme du centre avec Macron aujourd'hui, mais en réalité c'est eux qui ont mis en place un système digne de l'Union soviétique en matière énergétique, alors que le modèle d'avant fonctionnait parfaitement. Quel est votre mix énergétique cible au Rassemblement national? Parce que sur les questions, alors, pourquoi je pose la question? Parce que on entend souvent il faut du nucléaire, du nucléaire, du nucléaire. Oui. Outre le fait que créer du nucléaire, ça se fait pas d'un claquement de doigts, c'est quand même une industrie très complexe et qui a un manque de main-d'œuvre aussi. On a un petit peu de difficulté à voir quelle est la cible du Rassemblement national. Je pourrais faire la même critique d'ailleurs chez les Républicains, c'est un peu le même problème. Sachant que le nucléaire, c'est 40% de notre mix énergétique globalement. Donc ça veut dire qu'il y a 60% derrière à modifier. Alors attention, si je peux me permettre, il y a une différence entre le mix énergétique et le mix électrique. Bien sûr. C'est-à-dire que le mix énergétique, ça peut inclure les carburants, les carburants qu'utilisent les véhicules, etc. Je vais préciser ma question. Je comprends votre question. Quelle est en fait notre vision du mix électrique français, je pense? Non, ma question elle est bien justement sur le mix énergétique. Alors je vais l'élargir, vous allez mieux comprendre. On est dans un monde où les hydrocarbures sont appelés à diminuer, parce qu'on a atteint le pic de production. On a des problématiques sur le gaz, on sent que le pic de production va bientôt être atteint. En tout cas, les études semblent le démontrer. Pour le pétrole, c'est déjà le cas. Donc on va vers un monde où certaines énergies sont appelées à disparaître. Et ces énergies-là, aujourd'hui, c'est 60% de notre mix énergétique. J'en conviens. Sur l'électricité, au niveau du nucléaire, on est 75% globalement, entre 70 et 75%. Moi, la question, c'est que propose le RN pour le monde d'après? Écoutez, c'est très simple. Déjà, c'est avoir un mix électrique pragmatique, et ensuite, la transition énergétique se fera naturellement. Je m'explique. La transition énergétique, en fait, c'est le moyen pour atteindre les objectifs écologiques. Aujourd'hui, on confond un peu les deux. Côté mix électrique, déjà, on a substitué donc nos réacteurs nucléaires, enfin, la gauche, la droite et le centre, pas le Rassemblement national. Ils ont substitué nos réacteurs nucléaires par des éoliennes. Emmanuel Macron a encore récemment fermé la centrale nucléaire de Fessenheim, privant près de 1800 MWh le réseau électrique français, ce qui a conduit d'une part à risquer des pénuries l'hiver dernier d'électricité, et d'autre part à rallumer une centrale à charbon, accessoirement, malgré tout le discours prétendument écolo de nos dirigeants, à Saint-Avold, dans ma circonscription. Voilà. Donc il faut déjà avoir un mix électrique qui répond à l'impératif de décarbonation, c'est-à-dire qui n'émet pas de CO2, et qui en plus assure d'une part l'attractivité des prix pour les ménages, les particuliers, les collectivités, et la sécurité d'approvisionnement électrique du pays. Donc concrètement, comment on fait? Déjà, on protège les barrages hydrauliques existants des menaces de la Commission européenne de libéralisation des concessions, parce qu'aujourd'hui l'Union européenne veut que des acteurs privés viennent s'occuper, gérer nos barrages. Donc ça, on s'y oppose fortement, et c'est un des enjeux de l'élection européenne du 9 juin 2024. Ensuite, on relance le nucléaire en France, qui a trop longtemps été abandonné. On a perdu malheureusement beaucoup de compétences, alors qu'on était un des, si ce n'est le champion du nucléaire au monde. On relance le nucléaire en France. C'est pas de l'idéologie, c'est du pragmatisme scientifique, technique et énergétique. Et ça nous a permis par le passé de développer beaucoup d'industries et d'assurer notre indépendance énergétique, notre souveraineté nationale. Et enfin, on développe des énergies nouvelles, comme notamment l'hydrogène. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours de préparation en France, dont ma circonscription, pour justement fournir aux industriels, mais ce n'est pas une solution forcément d'envergure, mais ça permet de fournir aux industriels une énergie à bas coût et totalement propre. J'ajoute à cela, pour répondre notamment à la question plus globale du mix énergétique, il nous faut aussi assumer de faire comme les autres pays. Et nous, on le fera de manière beaucoup plus sensée et écologique. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple, c'est celui de ma circonscription comme député en Moselle vers Saint-Avold. Aujourd'hui, dans cette circonscription-là,
il y a l'équivalent d'à peu près 5% dans nos sous-sols de la consommation gazière du pays. Au moins de quoi tenir 5 ans en termes de consommation annuelle pour les Français. Pourquoi est-ce qu'on refuse d'exploiter ce gaz de couche qui est contenu donc dans les mines actuellement, les anciennes mines de charbon? Pourquoi est-ce qu'on refuse d'exploiter ce gaz de couche alors même qu'on pourrait l'exploiter de manière tout à fait écologique, c'est-à-dire sans fracturation hydraulique, et donc sans impact nocif sur l'environnement ni même la santé des populations, alors même que, parallèlement, on est en train d'importer du gaz de schiste américain, et là c'est un double effet sur l'environnement, parce que d'une part, ce gaz de schiste américain, il est extrait, exploité par fracturation hydraulique, donc avec un impact terrible sur l'environnement, et d'autre part, il est importé d'un bout à l'autre de l'Atlantique par cargo, ce qui émet quand même, je pense, pas mal d'émissions de gaz à effet de serre. Donc la réalité, c'est que, au nom de la sécurité d'approvisionnement électrique du pays et au nom du pragmatisme écologique, on a tout intérêt à développer, lorsque l'exploitation écologique est possible, les ressources qui sont contenues dans nos sous-sols. Et j'ajoute que dans ma circonscription également, a été découvert le plus gros gisement d'hydrogène blanc, qui est un hydrogène naturel, qui se renouvelle naturellement et à l'infini si c'est exploité évidemment de manière échelonnée et durable, et que par conséquent, et j'ai agi en ce sens-là à l'Assemblée nationale, j'ai interpellé le gouvernement sur ce sujet, comme je l'avais fait pour le gaz de couche d'ailleurs, eh bien j'estime que si on peut l'exploiter de manière écologique, cet hydrogène blanc contenu dans nos sous-sols, on a tout intérêt à le faire, puisque ça permettra là aussi eh bien, de renforcer notre indépendance énergétique. Après, effectivement, pour réduire nos dépendances avec les hydrocarbures, on peut envisager d'en exploiter sur le territoire national, et j'inclus évidemment dans le territoire national nos territoires ultramarins, puisque il peut y avoir des réserves dans certains d'entre eux. Toutefois, il faut évidemment que ça puisse se faire de manière écologique, ça c'est un impératif auquel est attaché le Rassemblement national, mais ça implique aussi potentiellement un changement aussi de nos modes de vie. Mais attention, contrairement aux écolos dingos qui veulent nous imposer le retour à la bougie, si on les écoute, on n'aurait pas inventé la roue parce que ça aurait écrasé des insectes, et on n'aurait jamais utilisé le feu parce que ça aurait brûlé du bois, quoi, des végétaux. Donc il y a un moment, il faut sortir de cette folie, et il faut accepter de voir les évolutions technologiques comme une chance, et je crois que oui, on peut exploiter de manière écologique les hydrocarbures par exemple. Vous parlez d'évolution technologie et de les voir comme une chance, donc moi forcément je vais poser la question sur la voiture, parce que Jérôme Fourquet dit que vous êtes le parti de la voiture. Il n'y a rien de péjoratif dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que les classes qui vivent dans les zones périurbaines, dans les zones rurales, votent pour le Rassemblement national plus que dans les métropoles, et notamment ce sont des personnes qui sont dépendantes de leur voiture pour vivre, tout simplement. Donc la question c'est, il y a un rejet par exemple de la voiture électrique. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, le pic pétrolier c'était en 2008. On voit bien que le prix du pétrole, qu'on joue sur les taxes ou pas, il va augmenter. Qu'est-ce qu'on fait demain? Parce que du pétrole, à ce que je sache, il n'y en a pas en France. Alors, concrètement, l'Union européenne a interdit à horizon 2035 la vente des voitures thermiques. Ça signifie que si on écoute l'Union européenne, à partir de 2035, on ne pourra acheter en véhicule neuf que des véhicules qui ne sont pas thermiques, à savoir qui sont notamment électriques. Voilà. Le problème, c'est que pour faire tourner des véhicules électriques, il faut déjà avoir la production d'électricité nécessaire. Et je tiens quand même à rappeler que l'hiver dernier, je crois que je l'ai déjà dit 2 fois, mais l'hiver dernier, on a risqué de véritables pénuries d'électricité, et on était contraint quand même à la sobriété énergétique. Donc ça veut dire que les Français qui iront travailler ne pourront pas forcément aller travailler. J'ai hâte de voir cela. Mais donc de manière déjà concrète, cette interdiction, elle se fait alors même qu'on n'a pas la capacité de production électrique pour électrifier l'intégralité du parc automobile français. Elle se fait alors même que actuellement les voitures électriques sont 40% plus chères, et c'est de là que vient la défiance de la majorité des Français à l'égard des voitures électriques. C'est pas une hostilité à l'égard de la technologie, je pense. C'est tout simplement parce qu'elles sont, de manière très pragmatique, 40% plus chères. Et on est quand même dans un contexte où 1/3 des Français renoncent régulièrement à se nourrir et à se chauffer. C'est quand même une réalité. Donc comment est-ce qu'on peut aller leur expliquer, toi qui bosses, ne prends pas ta voiture, enfin tu ne pourras plus prendre ta voiture thermique pour aller travailler, mais tu dois acheter une voiture électrique 40% plus chère. C'est pas crédible. Et d'autant plus que, et j'en viens par là et c'est peut-être la solution, on n'a pas de filière véritable
en France de développement des voitures électriques. Donc la réalité, c'est qu'avant d'interdire la vente des voitures thermiques, il faut une stratégie nationale pour d'une part produire en France des voitures électriques et d'autre part assurer que ces voitures électriques seront accessibles à tous, financièrement parlant, et ensuite pourront rouler avec suffisamment d'électricité fournie par nos centrales nucléaires et hydrauliques. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est une folie pragmatique. C'est-à-dire que c'est soit ça, c'est-à-dire à les écouter en gros, soit on prive beaucoup de Français de pouvoir rouler, ou soit on décale la date, et pas seulement on décale la date, et on prend le sujet en main, et on se dit maintenant on va développer une filière industrielle nationale de voitures électriques à bas coût. Voilà. Et on développe évidemment le mix électrique français pour permettre de répondre à cette hausse des besoins, cette hausse des demandes. Mais c'est un enjeu de souveraineté, oui. C'est un enjeu de souveraineté pour être moins dépendant des monarchies pétrolières qui font du chantage géopolitique permanent à travers cette denrée nécessaire qu'est le pétrole. On se rapproche du terme de cet entretien, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je vous propose de faire des réponses assez brèves pour que nous puissions aborder l'industrie. Dernière question sur l'énergie, mais qui fait le lien avec l'industrie, on le verra, c'est la question écologique. Jordan Bardella a décidé de mettre la question écologique plus en avant dans le programme du Rassemblement national et dans son discours. Oui. À titre personnel, quelle est, votre position sur le sujet ? Ah mais c'est très simple et je crois que je vais faire la transition d'ailleurs dans ma réponse vers la question sur l'industrie. C'est-à-dire que la première des réponses à la lutte contre le réchauffement climatique en France, c'est l'industrie. Pourquoi ? Parce que le Haut Conseil pour le climat affirme en France que la moitié de l'impact carbone de la France est lié à nos importations. 51-52% selon les années. Ce qui signifie que si on veut réduire les émissions carbone, il nous faut passer d'une logique de décroissance et d'une logique d'importation à une logique de production nationale et de relocalisation d'un maximum d'activités. Plus on relocalisera d'activités, plus on produira en France, plus on réduira les émissions carbone, puisqu'encore une fois, la moitié de l'impact carbone de notre pays est liée à nos importations. Et donc ça passe par une politique volontariste qui vise à réindustrialiser le pays. Le gouvernement se vante d'avoir créé quelques nouveaux emplois industriels et se vante qu'il y ait quelques méga-usines qui viennent s'installer dans notre pays. La réalité, c'est que la productivité de l'emploi en France depuis 2017 stagne, donc les emplois créés n'ont pas de véritable valeur ajoutée. Et l'autre réalité, c'est que sur la majorité des méga-usines qui devaient s'installer sur le sol français, en 2023, aucune n'avance véritablement. Tesla a même décidé de partir voir ailleurs. Et seul le constructeur taïwanais de batteries envisage de s'installer, ce qui est une bonne nouvelle, attention, mais qui démontre qu'on est bien loin des effets d'annonce du gouvernement. J'ajoute que depuis 20 ans, on est dans un véritable mouvement de désindustrialisation. En 20 ans, on est passé de un peu plus de 15% de la part de l'industrie dans le PIB national à 9% actuellement, à savoir au niveau de la Grèce. On a perdu pas loin de 2 millions d'emplois industriels. Et vous savez, quand le gouvernement parle de la création de nouvelles usines, etc., c'est une réalité, hein. C'est évidemment une réalité. On en a eu 124, je crois, en 2021, 94 en 2022 et seulement une trentaine en 2023. Donc ça démontre déjà que la dynamique s'essouffle. Il ne faut pas oublier que parallèlement à cela, malheureusement, il y a des usines qui ferment. J'en ai plusieurs dans ma circonscription. Et rien qu'en 2022, où le gouvernement se vante d'avoir soutenu la création de 94 usines, 76 ont fermé. Et comme je vous ai dit, en 2023, il n'y en a qu'une trentaine qui verront le jour. Donc je pense que les courbes vont s'inverser en 2023. Je n'ai pas encore les chiffres. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas en appliquant la logique de ces 20 dernières années mondialistes, soumises à la Commission européenne et d'absence de volonté d'impulsion de l'État qu'on arrivera à réindustrialiser le pays. Je crois qu'il faut un véritable plan de réindustrialisation nationale mené par la France. Je n'entrerai peut-être pas dans les détails, sinon ça fera une réponse trop longue, même si j'aimerais. Et je crois que cette philosophie-là, elle doit s'articuler autour de 3 grands principes. Le principe d'impulser, le principe de libérer et le principe de protéger. Impulser parce que c'est l'État qui doit reprendre le contrôle sur les politiques industrielles, notamment face au dogme de la concurrence européenne qui nous empêche de soutenir à travers les politiques d'aide d'État et par exemple de concentration, qui nous empêche de soutenir notre industrie et qui nous empêche d'avoir des champions nationaux.
Cette volonté d'impulsion dans ce premier axe, c'est aussi développer une stratégie nationale industrielle en développant les filières stratégiques comme les médicaments ou encore en développant les filières de substitution aux importations pour réduire notre déficit commercial qui a atteint un record l'année dernière à près de 162 milliards d'euros. Et ça passe aussi par une diplomatie économique pour enfin défendre nos intérêts à l'étranger. Le deuxième axe, pour encore faire vite, c'est libérer. Et libérer, ça passe comment ? Il faut créer les conditions de l'attractivité pour attirer les industries sur le sol français. On en a parlé tout à l'heure, ça passe essentiellement par le rétablissement d'un prix de l'électricité français qui ne dépend plus des règles européennes, mais qui dépend des coûts de production en France. Ça, c'est le premier élément pour faire un choc de compétitivité et devenir en France l'Eldorado de l'industrie. Ça passe aussi par la baisse des impôts de production massive et la création dans les zones frontalières de zones franches. Ça peut passer enfin par une meilleure récompense du travail à travers la proposition de Marine Le Pen d'augmenter les salaires jusqu'à 10% en contrepartie d'une exonération des charges patronales pour essayer d'endiguer cette fuite des cerveaux qui malheureusement sont formés en France mais partent contribuer à la richesse d'autres pays. Et enfin le troisième axe que je développe, j'ajoute dans ce deuxième axe un allègement aussi impératif des normes environnementales. Vous savez, l'Union européenne en 5 ans a développé près de 850 obligations environnementales à nos industriels, pas loin de 5000 pages de législation complètement dingues qui font qu'aujourd'hui, parce qu'un crapaud ou une alouette a décidé de s'installer sur un terrain qui peut être aussi une friche industrielle très polluée, malgré ça, on se retrouve à freiner des projets industriels créateurs d'emplois et particulièrement innovants. J'ai des exemples dans ma circonscription. Et le troisième axe, pour terminer, c'est l'axe de protéger, la volonté de mener un véritable patriotisme économique. Ça passe par le fait de mettre l'impôt des Français au service de notre économie à travers la priorité nationale rendue possible dans la commande publique pour que l'impôt des Français favorise non pas nos importations mais plutôt autant que possible l'emploi local. Sur 9500 produits de consommation des Français, de grande consommation, il y en a 6500 qu'on importe et qui creusent le déficit. Je ne dis pas qu'on pourra tous relocaliser relocaliser la production de tous ces produits. En tout cas, je pense qu'on peut en relocaliser une bonne partie. Et protéger, ça passe aussi par la protection de notre économie face à la concurrence déloyale, avec des clauses miroirs dans le cadre des traités de libre-échange négociés par l'Union européenne, par exemple. Et ça passe enfin par la protection de nos fleurons industriels nationaux. C'est un sujet qui me tient à cœur, parce qu'actuellement, il faut savoir que le gouvernement laisse brader à des puissances étrangères les pépites industrielles que nous avons et technologiques qui font la grandeur de notre pays et qui participent à l'emploi mais aussi à consolider notre souveraineté. Et malheureusement, le gouvernement ne recherche pas toujours des solutions françaises pour reprendre ces sociétés-là. Je vais vous donner juste un chiffre. Le gouvernement se vante souvent que la France soit devenue, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, la première destination en Europe des investissements directs étrangers. Alors il y a des investissements étrangers qui sont très salutaires pour notre économie, mais il y en a d'autres qui ne visent seulement qu'à de la prédation à l'égard de nos fleurons stratégiques. Et sur 1700 dossiers en 2022 d'investissement, sur 1700 entreprises qui ont reçu des investissements étrangers, il y en a 325 qui relèvent de domaines dits stratégiques, en tout cas tels qu'ils sont définis actuellement. Je pense qu'il faudrait élargir ce champ-là, mais ça c'est un autre débat. Et sur ces 325, il y en a seulement 200 qui ont été bloqués par Bercy. Parce qu'il faut savoir que le ministère de l'économie a la possibilité, à travers le décret Villepin-Montebourg, de bloquer l'entrée de capitaux étrangers dans une entreprise nationale lorsqu'elle relève d'un domaine stratégique. Ça veut dire qu'on a laissé plus d'une centaine en 2022, près de 200 en 2022, entreprises stratégiques nationales, voire des fonds étrangers montés dans le capital. Et face à ça, Marine Le Pen a une solution très simple. C'est lorsqu'il n'y a pas de solution française possible avec les acteurs existants, eh bien, on développe un fonds souverain français qui réoriente l'épargne des Français vers le soutien à l'économie et qui peut venir en aide pour recapitaliser certaines sociétés stratégiques en difficulté. Je reviens sur la question des relocalisations et je vais vraiment vous demander de faire bref. Oui, pardon, je ferai très bref, promis. C'est l'impensé qu'il y a derrière, parce que relocaliser, c'est bien, mais faire, entre guillemets, du français, faire français, ça coûte plus cher que d'importer en Asie. Que l'on veuille ou non, sur le textile, c'est à peu près, les faits le montrent. Donc, comment on arrive à concilier ça ? Vous parliez des Français qui n'arrivent pas à se chauffer pour partie. Il va falloir quand même leur dire aussi que plutôt que d'acheter X paires de chaussettes, ils seront peut-être limités qu'à une paire de chaussettes. Je caricature un peu. Surtout pas. Mais surtout pas, parce que ça, c'est une logique de sobriété et de décroissance à laquelle malheureusement beaucoup de Français sont confrontés du fait de la perte de leur pouvoir d'achat.
donc je ne le critique pas. Oui, mais le coût vous êtes d'accord avec moi que le coût de la main-d'œuvre ce n'est pas digne d'un pays comme la France qui est encore censé être la 7e puissance mondiale. Ce qu'il faut, c'est d'un côté prendre des mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français. Je ne rentrerai pas dans le détail, Marine Le Pen en propose beaucoup. Mais c'est aussi, comme je vous disais tout à l'heure, pour baisser les prix des produits qui seront français. Et encore une fois, je ne dis pas qu'on peut tout relocaliser, mais en tout cas, on peut peut-être augmenter la part française, c'est-à-dire cette partie des produits qu'on consomme, cette partie produite en France des produits qu'on consomme. Et ça passera essentiellement par les politiques que je vous ai déclinées à travers ces 3 axes, mais par la compétitivité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on baisse les prix de l'énergie, à partir du moment où on baisse ses impôts, à partir du moment où on permet d'augmenter le salaire des Français sans peser véritablement sur l'entreprise, et à partir du moment où on allège toutes ces normes environnementales absurdes excessives, je ne dis pas qu'il faut alléger toutes les normes environnementales, loin de là, je parle uniquement des excessives ou des absurdes, eh bien, de fait, le coût de production baissera, et donc le coût final qui se retrouve dans le caddie du consommateur baissera également. Après, il faut être très pragmatique. La France est intégrée dans la mondialisation. La mondialisation, actuellement, on la subit. Je pense qu'on peut changer de paradigme en assumant de défendre la puissance de notre pays, et notamment sa puissance industrielle, pour que, effectivement, la mondialisation devienne une chance et non plus qu'on la subisse. Je pense qu'on peut vraiment réussir dans la mondialisation, mais à condition de défendre nos intérêts. Et comme je vous dis sincèrement, on peut... Sur les 9500 produits de grande consommation, il y en a 6500 qui creusent notre déficit. Je pense qu'on peut réduire ce nombre de 6500 ou à minima augmenter la part de production française dans une bonne partie de ces produits-là. Et ça permettra de baisser les prix, ça permettra, c'est un cercle vertueux, de créer de l'emploi. Et vous savez, l'industrie, c'est le moteur de la puissance d'un pays. Parce que c'est l'industrie qui permet de construire et d'assurer sa souveraineté à ce pays-là. C'est l'industrie qui permet d'assurer la prospérité de sa population. Et notamment en lui fournissant de l'emploi, en participant au financement de son modèle social, en participant au financement de son modèle, de son système de retraite aussi. Et comme je vous disais, l'industrie, ça contribue aussi pour moi, c'est l'élément majeur pour relever les défis climatiques du 21e siècle. Parce que c'est en relocalisant un maximum d'activités qu'on baissera les émissions de gaz à effet de serre. Ce sera la dernière question de cet entretien, c'est justement... Pour réhabiliter l'industrie, pour la développer, il va falloir de la main-d'œuvre. Oui. Il va falloir réenchanter le monde industriel. Tout à fait. Il a été vu, moi je suis né dans les années 80, et j'ai toujours entendu parler de l'industrie de façon négative. C'était vécu comme un déclassement. Comment on fait aujourd'hui pour que ce ne soit pas vécu comme un déclassement et que finalement on se rende compte qu'un soudeur dans le monde industriel finalement a un meilleur salaire qu'un employé dans un magasin, etc. Donc comment justement on arrive à faire de la France un pays industriel? Alors déjà dans l'industrie il y a tout un tas de métiers qui passent de l'ingénierie au métier manuel en passant par vraiment soudeur, énormément de métiers, les activités support aussi. Mais j'ai envie de dire, attention, les métiers qui font la puissance du pays, les métiers qui contribuent à l'essor industriel de la nation, les métiers qui contribuent au financement du modèle social, du système de retraite, à la prospérité économique et quotidienne du pays et des Français, ce sont ceux qui produisent de manière concrète, ce sont ceux qui créent de la valeur ajoutée et ce sont essentiellement, pas que, mais essentiellement les métiers manuels. Et je pense effectivement qu'il faut changer de logique. Vous savez, j'ai la chance d'être élu en Moselle, et la Moselle et plus largement la Lorraine a participé, par le charbon à l'époque, mais a participé de l'essor industriel du pays et a construit la puissance du pays. Et vous savez, quand vous discutez avec les mineurs de fonds aujourd'hui, enfin les mineurs de fonds d'hier, mais qui aujourd'hui sont pour la plupart retraités, eh bien ils sont fiers. Ils sont fiers d'avoir contribué à cette puissance industrielle. Parce que si on n'avait pas exploité le charbon en Lorraine ou dans le nord de la France par exemple, ben la France serait restée un pays sous-développé. On serait un pays du tiers-monde aujourd'hui. Alors c'est pas parce qu'on est en voie de... Et aujourd'hui, on constate qu'on est en voie de tiers-mondisation, quelque part, parce qu'on a justement décrié ces métiers de l'industrie. Ben moi je veux dire à ceux qui pourraient envisager de se tourner vers ces métiers-là, que c'est vous qui ferez la puissance de ce pays, c'est vous qui ferez le développement, la prospérité, le progrès social de ce pays-là. Mais pour ça, évidemment, il y a un discours à tenir. Et il y a aussi déjà la relocalisation des industries. Il faut créer les conditions de cette relocalisation par les mesures que j'ai développées auparavant. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne le fait pas. On a bien vu avec la dynamique de réindustrialisation qui s'essouffle véritablement. Mais je pense aussi qu'il faut assumer de développer les compétences en France. Et aujourd'hui, on ne le fait pas.
et je donnerai l'exemple du nucléaire pour conclure peut-être, mais c'est que j'ai un exemple d'une société que je ne citerai pas dans ma circonscription, qui par le passé a largement contribué aux soudures dans le cadre de la maintenance et du développement des réacteurs nucléaires, et qui aujourd'hui ne pourra pas, dans le cadre de la relance du nucléaire dans notre pays, ne pourra pas postuler au marché public pour la simple et bonne raison que, au regard des règles européennes, cette société française sera légèrement plus chère que des grandes sociétés mondialisées, comme multinationales, comme SPI ou quelques autres, et que par conséquent, elle restera à l'écart de ce qui sera probablement le plus grand programme industriel du début du XXIe siècle en France. Et donc par conséquent, on va créer de nouveaux réacteurs nucléaires, et c'est nécessaire, mais sans développer les compétences en France, et plutôt en important de la main-d'œuvre étrangère. Donc on ne développe pas le savoir-faire dans notre pays, on fait partir de la richesse française à l'étranger, et malheureusement on ne crée pas de l'emploi en France, et même on met nos sociétés françaises qui ont encore ce savoir-faire-là en difficulté, alors qu'elles pourraient être l'occasion de développer effectivement ces métiers-là. Et quand on voit que le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, annonce qu'il va falloir 100 000 à 200 000 immigrés dans l'industrie dans les 10 prochaines années, on se dit mais dans quel monde vit-il ? On a 5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues dans notre pays. 5 millions de chômeurs. On a 350 000 emplois vacants. Peut-être 100 000 de plus si on arrive vraiment à réindustrialiser le pays. Pourquoi ne pas reconvertir ces chômeurs qui sont un nombre 14 fois plus élevé que les emplois vacants ? Je pense qu'il y a un effort de formation là-dessus, et donc ça passe par un effort de développement des compétences en s'appuyant sur nos universités, sur nos lycées professionnels et technologiques. C'est toute une philosophie, et d'ailleurs à titre personnel, je pense d'ailleurs, on devrait s'inspirer un peu du modèle japonais qui lie en un seul ministère le développement des compétences, enseignement supérieur et la recherche, le commerce extérieur et la politique industrielle du pays. Eh bien, ce sera la fin de cet entretien. Je vous remercie beaucoup, Alexandre Loubet, d'être venu nous présenter toutes ces thématiques à Front Populaire. Et quant à moi, chers spectateurs, je vous dis à bientôt pour une prochaine rencontre.